Salam alaikum. En ces temps de crise où l'auto-isolement et l'autoconfinement sont la plus sage et la plus courageuse des décisions envers nous-mêmes et envers notre société, notre faculté a opté pour l'enseignement à distance via la plateforme informatique. Ce serait peut-être une bonne opportunité pour tester cette alternative au cours magistral classique et réserver le présentiel à la discussion avec les enseignants ou aux questions-réponses. Le premier cours que je vais vous donner est celui du traumatisme de l'épaule. Nous allons traiter dans un premier temps les luxations de l'épaule, puis les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. L'épaule et la ceinture scapulaire sont la jonction du membre supérieur au tronc. Elle est constituée d'articulations et d'espaces de glissement et elle est fortement exposée aux lésions traumatiques. Ceux-ci sont fréquents, graves par leur retentissement et sont constitués d'un groupe lésionnel qui est hétéroclite. La prise en charge doit être multidisciplinaire et passe par une bonne connaissance de ces différents traumatismes dont il faut faire le diagnostic et la prise en charge urgente et adéquate. Concernant les rappels anatomiques, la scapula est un os plat triangulaire situé à la partie postérieure et supérieure du tronc. La partie qui nous intéresse le plus dans notre rappel étant la surface articulaire glénoïdale qui est piriforme à grosse tubérosité inférieure. Elle est peu profonde et va s'articuler avec la surface articulaire de l'extrémité supérieure de l'humérus. Cette faible profondeur va donner à cette articulation plus de mobilité mais moins de stabilité comme on va le voir ultérieurement. L'extrémité supérieure de l'humérus, quant à elle, est constituée de parties articulaires, c'est la tête humérale, et non articulaires, constituées par le tubercule majeur trochitaire et le tubercule mineur, le troquin. La tête humérale est un segment de sphère, le tiers à peu près, qui regarde en haut, en dedans et en arrière. Il y a, comme pour l'extrémité supérieure du fémur, un angle cervico-diaphysaire qui est de l'ordre de 135 degrés et un angle de rétroversion de 45 degrés. Une petite remarque concernant cette extrémité supérieure de l'humérus, l'horizontale qui passe par le sommet de la surface articulaire passe obligatoirement au-dessus de l'horizontale passant par le sommet du trochitaire. C'est ce qui empêche le conflit entre trochitaire et acromion. La vascularisation de l'extrémité supérieure de l'humérus est particulière. Elle est de type terminal. Elle est desservie par les artères circonflexes. En aucun cas on pourra dire que la tête humérale est mal vascularisée. On dira tout simplement que suite à un traumatisme, il y a de grands risques, quand cette vascularisation est interrompue, d'aboutir à une nécrose de cette extrémité ou de la tête humérale. L'aspect plat de la glène procure une grande mobilité à l'articulation de l'épaule, mais il est aussi à l'origine d'une grande instabilité vu la divergence entre le volume de la tête humérale et la petitesse de cette surface glénoïdale. Le labrum est l'un des premiers stabilisateurs de cette articulation vu qu'il rehausse les berges et augmente la profondeur de la surface articulaire, à la manière de cale de la citerne du camion. Les autres stabilisateurs majeurs de l'articulation gléno-humérale étant les ligaments coraco-huméraux supérieurs et inférieurs et les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieurs. Commençons maintenant par les fractures de l'extrémité proximale de l'humérus. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont des fractures qui siègent entre une horizontale passant par le sommet de cette extrémité et une autre horizontale passant par le bord inférieur de l'insertion latérale du grand pectoral. Ce sont des fractures fréquentes qui touchent principalement le sujet âgé dans le cadre de l'ostéoporose, mais aussi le sujet jeune dans le cadre de traumatismes à haute énergie, notamment des accidents de sport et d'accidents de la voie publique. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus pourraient survenir suite à un traumatisme direct, comme par exemple la chute sur le moignon de l'épaule, ou par mécanisme indirect, avec une chute sur la paume de la main. L'énergie vulnérante est transmise par le membre supérieur et aboutit à des fractures ou à des luxations de l'extrémité par impaction contre la surface articulaire scapulaire. Le diagnostic est relativement simple, surtout quand il s'agit d'un patient qui est conscient et capable de verbaliser sa douleur.
Il se présente en attitude du traumatisé du membre supérieur, le membre sain soutenant le membre traumatisé, avec une douleur en regard de l'extrémité supérieure de l'humérus, parfois diffuse à toute l'épaule. La déformation dépend du type d'embonpoint du patient. Quand il est mince, la déformation est généralement plus visible et le plus constant étant la présence d'échymose qu'on appellera hématome d'Henneken. À ce moment-là, il va falloir chercher les complications associées à ces fractures, notamment vasculaires, en recherchant le pouls et en essayant de dépister toute ischémie du membre supérieur, nerveuse avec atteinte du plexus brachial, du nerf radial ou du nerf circonflexe, les complications cutanées aussi, tout en sachant que la peau est relativement fine et mince à la face interne, avec un risque de perforation de dedans en dehors. Les complications musculaires sont principalement les interpositions. Elles peuvent concerner le muscle deltoïde ou le tendon du biceps. Suite à la fracture, il y aura un hématome fracturaire qui va diffuser à toute la face interne du bras et à la face latérale du tronc. C'est ce qu'on appellera l'échymose d'Henneken. Toute suspicion de lésion artérielle nous fera faire un examen complémentaire à type de Doppler ou même d'artériographie. Nous rechercherons l'interruption de la vascularisation en regard du foyer fracturaire, comme on le voit sur ces deux photos où l'artère axillaire est interrompue juste en regard du col de l'humérus. Le bilan radiographique standard est fait d'une radiographie épaule, face et de profil. Le plus souvent, il est suffisant pour poser le diagnostic de la fracture et de voir le degré du déplacement. Ceci, parfois, n'est pas évident, surtout quand il s'agit de fractures sur os ostéoporotiques chez le sujet âgé, et nous avons besoin de recourir à une tonodensitométrie avec reconstruction bidimensionnelle et tridimensionnelle. Le scanner avec des reconstructions bidimensionnelles et tridimensionnelles nous permet d'analyser les traits de fracture, de compter le nombre de fragments et de quantifier les déplacements. Il nous permet aussi de voir si la fracture est accessible à une ostéosynthèse ou pas. On pourra répartir les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus en deux principaux groupes. C'est les fractures extra-articulaires d'un côté et les fractures articulaires. Les fractures extra-articulaires sont constituées des fractures des tubérosités, tubercules majeurs et mineurs, et des fractures sous-tubérositaires du col chirurgical. L'autre groupe étant les fractures articulaires, il est constitué par les fractures du col anatomique, des fractures qui intéressent et la surface articulaire et les tubérosités, qu'on appellera les céphalotubérositaires, et en dernier, les fractures à partir de l'encoche qui font suite aux luxations de l'épaule avec une encoche postérieure qui va s'aggraver en détachant toute la tête. L'exemple ici d'une fracture extra-articulaire, c'est une fracture du col chirurgical, qu'on appellera aussi fracture sous-tubérositaire. Le déplacement peut se faire en varus ou en valgus, avec persistance d'un contact entre les fragments. Parfois, le déplacement peut être plus important avec une désolidarisation des fragments fracturaires. Toujours dans le cadre des fractures extra-articulaires, on a ici l'exemple des fractures du trochiter. On sait très bien que le trochiter donne insertion au muscle de la coiffe des rotateurs et le fragment arraché pourrait être plus ou moins grand et le déplacement plus ou moins important. Les fractures du troquin ou tubercule mineur font aussi partie des fractures extra-articulaires. Leur mise en évidence sur les radiographies de face et de profil est un peu plus difficile, d'où l'intérêt de recourir à des coupes tomodensitométriques qui permettent de voir la taille des fragments et le degré de leur déplacement. Dans le chapitre des fractures articulaires, l'une des fractures qu'il faut savoir détecter étant les fractures du col anatomique. C'est une entité rare qui fait suite souvent à une luxation qui a été réduite avant que le patient ne soit ramené aux urgences et elle correspond à une vraie décapitation de l'extrémité supérieure de l'humérus. Rappelez-vous de la vascularisation de type terminal. Quand on voit ce trait de fracture, on sait qu'il a interrompu toute la vascularisation de cette tête, l'exposant au risque de nécrose.
L'autre type de fracture articulaire étant les fractures céphalostubérositaires. Ce sont les fractures les plus fréquentes chez l'adulte. On verra les différents composants de l'extrémité supérieure de l'humérus se détacher les uns des autres et les dégâts seront en fonction de la qualité de l'os et de la vélocité du traumatisme. Ici est l'exemple d'une fracture luxation où on voit s'associer et la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus ainsi qu'une perte de contact entre les surfaces articulaires. Une autre classification étant celle de Neer, qui est plus répandue dans le monde anglo-saxon et qui part du principe que l'extrémité supérieure de l'humérus est constituée de 4 parts, de 4 parties ou 4 fragments. Et en fonction des fragments détachés de la diaphyse, on va déterminer les fractures à 2 fragments, à 3 fragments ou 4 fragments. Une entité particulière étant celle des fractures de la surface articulaire. Dans le chapitre traitement, les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus peuvent bénéficier d'un traitement orthopédique ou d'un traitement chirurgical. Le traitement orthopédique consiste en une immobilisation jusqu'à obtention d'une consolidation, faisant suite ou non à une réduction préalable. Quant au traitement chirurgical, il peut être réalisé à foyer fermé, comme on va le voir un peu plus tard, ou à ciel ouvert, après abord chirurgical, remise en place des différents fragments et une ostéosynthèse. Parfois, on a besoin de carrément de faire une exérèse de cette extrémité supérieure et de la remplacer par une prothèse. La réduction par manœuvre externe permet souvent d'obtenir des réductions très satisfaisantes. Regardez ici l'exemple, une fracture initialement très déplacée qu'on a pu réduire sous anesthésie générale. Bien sûr, cette réduction sera suivie par un bandage ou par un plâtre permettant d'attendre la consolidation qui va survenir à 3 ou à 4 semaines. La rééducation pourra être faite ultérieurement. Dans le chapitre traitement orthopédique, il existe une ancienne technique qui est de moins en moins utilisée actuellement car très astreignante et qui consiste en une traction continuelle. Le patient étant alité, on procède à la mise en place d'une broche transolécrânienne sur laquelle on va exercer une traction qui sera continue jusqu'à consolidation. Une autre manière d'assurer la contention des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus étant l'immobilisation par orthèse coude au corps ou par bandage type maillot clinique. Il peut faire suite à un traitement chirurgical ou parfois, quand il s'agit de fractures non ou très peu déplacées, comme traitement définitif jusqu'à consolidation. Cette immobilisation devra être maintenue au minimum pendant 1 mois. Il fut un temps où le plâtre thoracobrachial était aussi proposé comme moyen de contention. Sa réalisation est difficile et il est mal supporté par les patients, surtout quand il fait chaud. De ce fait, on ne l'utilise plus chez l'adulte. Le plâtre pendant, quant à lui, est un peu plus simple à réaliser et plus facile à porter par le patient. L'idée étant que le poids du plâtre va tirer dans l'axe du bras et assurer une réduction et une contention légère du foyer fracturaire en attendant sa consolidation. Après une durée d'immobilisation, les mouvements pendulaires permettront progressivement de retrouver la mobilité de l'épaule, sans trop forcer sur le foyer fracturaire. Le traitement chirurgical pourra être de type classique, par broche, vis ou plaque vissée, ou fera appel à un enclouage élastique ou un enclouage verrouillé à foyer fermé. Ici l'exemple d'une fracture du trochiter qui a été traitée par vissage et par haubanage. Il faut savoir que souvent les fragments du trochiter sont de petite taille et pourraient casser au moment du vissage ou ultérieurement. C'est pour ça qu'il faut s'aider d'une immobilisation post-opératoire plus ou moins stricte. Ici le cas d'une fracture un peu plus complexe traitée par vissage. Le résultat anatomique est satisfaisant, cependant la qualité du montage ne permettrait pas une rééducation précoce. Un autre type de traitement chirurgical, à foyer fermé celui-ci, il consiste à faire une réduction à foyer fermé sous contrôle scopique et de maintenir cette réduction grâce à un embauchage direct envoyé à travers le deltoïde. Le montage est cependant précaire, ne permet pas une rééducation précoce et serait considéré comme un traitement orthopédique amélioré. Sur cette diapositive, on voit le cas d'un patient qui a été traité par brochage direct
avec un vissage du trochiter. L'ostéosynthèse par plaque vissée de l'extrémité supérieure de l'humérus consiste à aller faire un abord direct, une préparation des différents fragments, leur réduction et leur fixation par un implant latérocortical qui permet d'envoyer des vis au niveau du fragment proximal et distal. C'est un implant qui est solide, qui permet une rééducation précoce. Cependant, il a l'inconvénient d'être à foyer ouvert. Les fractures extra-articulaires, notamment du corps chirurgical, peuvent bénéficier d'une réduction à foyer fermé et d'un embauchage centromédulaire élastique. Les différentes broches peuvent être envoyées à travers l'épicondyle latéral ou médial ou à travers un trou réalisé au-dessus de la fossette olecrânienne. Le montage ainsi obtenu est souvent solide, permettant une rééducation active rapide. Cependant, il a l'inconvénient d'agresser le coude, qui pourrait s'enraidir. Une amélioration de ce montage a été faite par Kapenji, qui, au lieu d'envoyer les broches à travers l'épicondyle latéral et médial et enraidir le coude, opte pour un forage du V deltoïdien. À travers ce trou, il envoie deux voire trois broches en palmier qui vont se fixer dans le spongieux de l'extrémité supérieure de l'humérus. Certaines fractures qui ne sont pas très communicatives peuvent bénéficier d'un enclos centromédulaire, avec tous ses avantages, notamment le foyer fermé et la solidité du montage. Ici l'exemple d'une fracture sous-tubérositaire associée à une petite fracture du trochiter qui a été réduite et fixée par un clou télégraphe. Celui-ci ressemble à un clou d'humérus, il est cependant court, avec la possibilité de réaliser des vissages multiples au niveau du fragment proximal. La rééducation précoce est possible grâce à la solidité de ce montage. Il a aussi l'avantage d'être réalisé à foyer fermé. D'autres fractures plus complexes et plus communicatives peuvent aussi bénéficier entre les mains de chirurgiens experts de ce type de montage. Par analogie à certaines fractures du col de fémur chez le sujet âgé, certaines fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus peuvent bénéficier d'une prothèse cervicocéphalique, surtout quand on a un doute sur la viabilité de la tête humérale. Ces prothèses font aussi partie de l'arsenal thérapeutique de ces fractures. Les complications des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus peuvent être classées en complications immédiates, secondaires et tardives. Certes, l'ouverture cutanée est rare. D'autres complications, comme les lésions des vaisseaux axillaires et des nerfs de voisinage, sont plus redoutables. La nécrose de la tête humérale ne touche pas tous les types de fractures et intéresse principalement les fractures passant en sous-capital. La qualité du spongieux et la vascularisation de la région du trochiter et du troquin nous préservent souvent de l'avènement des pseudarthroses. Concernant les calvicieux, ils sont peu gênants quand ils touchent le col chirurgical ou sont en dessous de 30 degrés. La gêne engendrée par les fractures du trochiter déplacé est due au conflit qu'elle a avec l'acromion. L'arthrose homo-humérale n'est pas rare et peut retentir sur la fonction du membre supérieur, aussi la raideur. Pour pallier et pour prévenir cette raideur, il faut penser au traitement chirurgical précoce et une rééducation active rapide. Ici l'exemple d'une fracture céphalotubérositaire, certes peu déplacée, mais qui a abouti à une nécrose de la tête humérale. Cette nécrose va évoluer vers la raideur et vers l'arthrose homo-humérale. Les calvicieux du trochiter aboutissent à un conflit avec l'acromion lors des mouvements d'abduction. On retrouve une abduction limitée et douloureuse. Qu'en est-il maintenant des luxations de l'articulation gléno-humérale? C'est la plus fréquente des luxations de l'organisme. Elle touche l'adulte jeune, souvent de sexe masculin, actif et sportif. Elle constitue une urgence diagnostique et thérapeutique.
Les complications tardives de ce type de luxation est greffée par les récidives chez le sujet jeune, par les ruptures de coiffe des rotateurs et de la capsulite rétractile chez le sujet âgé. Les luxations de l'épaule peuvent être réparties en deux groupes. Un groupe de luxation antérieure, c'est les plus fréquentes et constituent quelques 96% des cas. Et un autre groupe de luxation postérieure, plus rare et malheureusement qui pourrait passer inaperçu. En fonction du degré de déplacement, les luxations antérieures pourraient être classées en groupes extracoracoïdal, sous-coracoïdal et intracoracoïdal. Les luxations antéro-internes de l'épaule pourraient faire suite à une chute sur la paume de la main, membre en rotation externe et en abduction. Mais le mécanisme le plus souvent retrouvé étant celui du mouvement de l'armée contré. Ce genre de luxation est plutôt rare chez l'enfant et le sujet âgé. Tous deux présentent une fragilité osseuse qui les prédispose plutôt à la fracture qu'à la luxation. Le diagnostic de la luxation gléno-humérale antérieure est plutôt facile chez le patient non obèse. La clinique est caractérisée par le déplacement de la tête humérale en avant qui va aboutir à un comblement du sillon deltopectoral, à une saillie de l'acromion en dehors, ce qui donne le fameux signe de l'épaulette, la vacuité de la glène à la palpation, le coup de hache externe et le bras qui est en abduction et en rotation externe, douloureuse et irréductible. Lorsque la luxation se produit, elle aboutit constamment à des lésions type rupture de la capsule et des ligaments qui pourraient survenir soit au niveau de leur insertion, soit avec un décollement avec le périos de l'omoplate. Aussi, nous retrouvons constamment des lésions du bourrelet. D'autres lésions moins constantes, mais qui pourraient être associées et qu'on devrait rechercher, étant la fracture du rebord de la glène, l'encoche céphalique, la rupture de la coiffe et les fractures du trochitère. La radiographie de l'épaule réalisée de face et de profil n'est pas nécessaire au diagnostic. Cependant, elle a un intérêt de confirmer ce diagnostic et de chercher les lésions associées. Ici, on voit que la tête n'est plus en regard de la glène humérale, qu'elle se projette en avant et en dessous, et on peut y voir associer une fracture du trochitère sur le cliché de gauche et une encoche sur le cliché de droite. Face à ce type de luxation, il est impératif de rechercher les complications immédiates qui pourraient survenir, notamment la paralysie du nerf axillaire et la compression vasculo-nerveuse du creux axillaire. Le traitement des luxations antéro-internes passe par leur réduction sous sédation de préférence. Dès relâchement du patient, on fait une traction dans l'axe du bras, une rotation externe, adduction puis rotation interne. La réduction souvent s'obtient facilement, mais s'il est instable ou irréalisable, il faut penser aux lésions associées, notamment à la fracture de la glène ou à des fractures du trochitère avec interposition musculaire. Systématiquement, après une réduction de luxation de l'épaule, il faut réaliser une radiographie de contrôle. Elle a un intérêt médico-légal. Elle prouve que vous avez obtenu une réduction et que vous n'avez pas causé de fracture lors de vos mouvements de réduction. Afin de prévenir tout risque de reluxation, une contention par bandage coude au corps doit être réalisée afin de permettre aux lésions capsulo-ligamentaires de cicatriser. La rééducation sera entreprise ultérieurement. On trouve actuellement dans le commerce plusieurs types d'immobilisation coude au corps, plus faciles les unes que les autres à mettre en place et à retirer. Il arrive parfois que lors de certaines luxations survienne une fracture du massif trochitérien. L'interposition du long biceps pourrait empêcher toute réduction de la fracture ou de la luxation. Lors de la luxation gléno-humérale, le passage de la tête pourrait emporter un fragment antéro-inférieur du bord de cette glène. Le fragment est généralement de petite taille,
mais reste toujours déplacé. C'est un signe qu'il pourrait y avoir une récidive par la suite de cette luxation, et son traitement est plutôt chirurgical. L'encoche céphalique est plutôt l'empreinte que va laisser la glène sur la face postérieure de la tête humérale. Quand elle est de grande taille, elle pourrait même induire une fracture et une décapitation de la tête. C'est la fracture à partir de l'encoche. Ici un exemple de fracture à partir de l'encoche. On sent et on voit que le bord antérieur de la glène a imprimé une forte dépression au niveau de la face postérieure de l'extrémité supérieure de l'humérus. Celle-ci s'est complétée par une fracture et une décapitation de la tête. Cette encoche, il faut la détecter sur la radiographie de contrôle après la réduction. Elle est plutôt visible sur les radiographies de face en rotation interne. La présence de cette encoche signifie qu'il pourrait y avoir des récidives ultérieurement. Une autre fracture que l'on pourrait aussi retrouver suite à des luxations étant la fracture du trochin. C'est une fracture relativement rare au cours des luxations antéro-internes et se voit plutôt dans les variétés postérieures. Cependant, il va falloir la détecter et la traiter parce que son traitement est souvent chirurgical. Dans notre contexte, on continue de voir des luxations négligées de l'épaule vues plusieurs mois après le traumatisme. Généralement, les patients sont passés voir le tradipraticien qui s'est contenté d'une simple immobilisation. Aucune tentative de réduction ne doit être faite, sous peine d'induire des fractures. Le traitement consiste en une réduction chirurgicale avec stabilisation et comblement de l'énorme encoche. La qualité de l'os pourrait induire des fractures lors de ces mouvements de réduction, mais il faut être très précautionneux. Aussi, la vitalité de la tête est souvent compromise. Suite à une luxation de l'épaule, plusieurs complications doivent être détectées. En premier lieu, il s'agit de repérer les compressions vasculaires et nerveuses. Elles doivent être traitées en urgence. Aussi, les fractures du trochin trochitaire et du bord antérieur de la glène doivent être diagnostiquées parce que souvent on a besoin de les traiter chirurgicalement. Les ruptures de coiffe surviennent principalement chez le sujet âgé. Et après une période d'immobilisation et de rééducation, leur traitement devra être chirurgical ou médical. Aussi, l'irréductibilité et l'incoercibilité imposent un traitement chirurgical. Il s'agit souvent d'une fracture associée ou d'une interposition de parties molles. Dans les complications tardives, on retrouve principalement les capsulites rétractiles et raideurs de l'épaule chez les sujets âgés, mais souvent chez le jeune, on a plutôt les instabilités chroniques et les luxations récidivantes. L'apparition d'une instabilité chronique antérieure de l'épaule avec des luxations récidivantes survient à des intervalles variables. Elles font suite souvent à des traumatismes de moins en moins importants et deviennent de plus en plus gênantes. Le problème de ces luxations, en plus de cette gêne, étant la création à chaque passage de lésions au niveau du cartilage, qui ultérieurement pourrait aboutir à une arthrose gléno-humérale. Dans les facteurs favorisant la survenue de récidives de luxation de l'épaule, on retrouve souvent l'hyperlaxité constitutionnelle, détectée lors de l'examen général du patient. Aussi, la survenue d'un premier épisode de luxation chez un âge en dessous de 25 ans favorise ces récidives. Aussi, l'existence de lésions anatomiques, entre autres la lésion de Malguen ou une encoche céphalique, favorise la survenue des récidives. La survenue d'épisodes de luxation récidivante est très mal vécue par le patient, qui est souvent jeune et actif, et les traumatismes qui induisent ces luxations de plus en plus bénins, ce qui nous pousse à proposer des chirurgies de stabilisation à partir du troisième épisode. Les deux techniques actuellement souvent utilisées étant la stabilisation selon Bankart, arthroscopique, et la stabilisation à ciel ouvert de la targée. Le taux de récidive est inférieur à 5%, permet une reprise de l'activité sportive avec parfois une limitation de la rotation externe qui est assez bien tolérée. Cependant, il existe toujours une possibilité d'évolution vers l'arthrose qui pourrait être rattachée à la chirurgie elle-même ou bien aux lésions antérieures à cette stabilisation.
car plus il y a de luxation de l'épaule, plus il y a des lésions cartilagineuses qui pourraient dégénérer vers l'arthrose. En conclusion, l'articulation de l'épaule est une articulation importante pour la fonction du membre supérieur. Elle doit allier mobilité et stabilité. Elle est surexposée au traumatisme, qu'il s'agisse d'accidents de la voie publique, d'accidents de travail ou autres. La prise en charge de ces traumatismes doit être urgente, optimale et globale. Aussi, j'attire votre attention sur l'intérêt de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire.